placer la vie privée au premier. C'est une invite davantage sécuriser ses données et se mettre à l'abri des cybercriminels dont la nuisance n'est plus à démontrer. À suivre enfin dans ce trésor Robinard les impressions de 4 stars de football africain, notamment Mustapha Hadji du Maroc, Serge Aurier de la Côte d'Ivoire, Alou Cissé du Sénégal et Joseph Yobo du Nigeria. Ils se sont exprimés sur les forces et les faiblesses de leur potentiel adversaire après le tirage au sort de la Coupe d'Afrique des Nations Maroc 2025. Et voilà pour vous le sommaire de cette édition. À nouveau, bonjour et bienvenue si vous nous rejoignez. L'autorité de régulation du secteur de la santé était dans la soirée de ce mardi face aux hommes des médias. La thématique au cœur des échanges, la sécurité des patients, officiellement lancée en mars 2024. Le dispositif pour la sécurité des patients est à l'heure de son activation. À cet effet, plusieurs activités sont prévues dont une formation des formateurs. Suivons ici pour plus de détails Lucien Dossougbété, président de l'autorité au micro de Esther Tofa et Moufi de Sabouran. Depuis cette date, les différents établissements de santé du pays, qu'ils soient établissements hospitaliers ou établissements de santé de premier contact, ont pris la peine de déployer en son sein. Nous avons le 19 et 20 décembre fait un point de ce déploiement qui a montré que des efforts substantiels ont été faits par chacun des établissements, qu'ils soient du secteur privé ou du secteur public, pour que ce déploiement soit une réalité. Ce qui fait qu'aujourd'hui, en janvier 2025, nous passons à l'activation de ce dispositif pour que très rapidement, les utilisateurs de services dans notre écosystème sanitaire commencent à remarquer les changements qui vont dans le sens de réduire ou de voir disparaître même tout ce qu'on peut observer comme préjudice évitable à l'occasion des soins. Cette conférence de presse est motivée particulièrement par l'arrivée d'une mission de 2 experts de l'OMS, experts spécialisés en sécurité des patients, pour venir accompagner l'ARS dans ce qu'elle fait. Nous avons prévu au cours de cette semaine que va durer la mission, avoir des activités diverses, dont la principale est un atelier de formation qui va démarrer et qui va permettre de mettre en place dans l'écosystème sanitaire du Bénin des formateurs nationaux spécialisés en sécurité des patients. Cet atelier va se dérouler à l'hôtel Azalaï, mercredi jusqu'au vendredi 31 janvier 2025. La communauté mondiale a célébré ce 28 janvier la journée de la protection des données personnelles. Les réflexions cette année s'articulent autour du thème « Placer la vie privée au premier ». C'est une invite à davantage sécuriser ces données et se mettre à l'abri des cybercriminels dont la nuisance n'est plus à démontrer. Il faut préciser que c'est l'APDP, l'autorité de protection des données personnelles, qui a le lead de cette célébration. Son président s'est d'ailleurs adressé à la nation pour souligner l'importance de la sécurisation de nos données privées. On écoute Maître Luciano Rumponou à cette occasion. Cet événement que nous commémorons ce jour nous offre donc l'occasion de réfléchir en profondeur à un enjeu fondamental qui nous touche tous individuellement et également collectivement, la protection de notre vie privée et des données qui la constituent. Cette journée est donc bien plus qu'une simple commémoration que nous gravons dans notre calendrier. Elle représente un véritable appel à l'action, une exhortation à mettre la protection des données au cœur de nos préoccupations, de nos opérations quotidiennes, de toutes nos interactions et nos décisions, tant personnelles que professionnelles. Le thème de cette année, placer la protection de la vie privée au premier plan, nous rappelle avec force que l'engagement collectif envers la confidentialité
et la sécurité de nos informations personnelles est plus primordiale que jamais. Chaque jour qui passe, nous partageons un volume considérable d'informations. Que ce soit sur les réseaux sociaux, que ce soit dans nos échanges en ligne ou même par le biais de nos appareils connectés, au travers desquels nous laissons nos empreintes numériques qui nous rendent plus facilement accessibles aux cybercriminels, souvent sans même réaliser les conséquences potentielles de ces gestes au quotidien. Il est donc essentiel de se rappeler que la protection de la vie privée ne se limite pas seulement à une question de réglementation ou de restriction légale. Elle a trait à une éthique fondamentale qui doit guider nos actions et nos comportements. En plaçant donc cette protection au premier plan de nos préoccupations, nous devons également d'œuvrer de manière proactive pour renforcer nos institutions chargées de veiller à ces droits fondamentaux et de garantir que ceux-ci soient respectés dans tous les secteurs de la société. Cela implique un besoin de collaboration. Engageons-nous donc avec passion et conviction à faire de la protection de la vie privée une valeur fondamentale, non seulement de notre société, mais également de notre vie quotidienne et à promouvoir ce principe lors de chaque occasion qui se présente à nous tous. Et dans le cadre de cette journée, les États sont invités à favoriser une culture de confidentialité et de sécurité qui s'étend de la direction aux employés de première ligne. L'origine et le but de cette journée à découvrir dans ce récit que nous propose Esther Tofa. Il s'agit d'une journée d'origine anglo-saxonne, Data Privacy Day. Elle est née de l'ouverture, le 28 janvier 1981, de la signature de cette convention, le Conseil de l'Europe sur la protection des données, dite Convention 108. Devenue une référence dans le monde entier, la dite convention n'a malheureusement été ratifiée que par une quarantaine d'États. La protection des données permet de prévenir le vol, la fuite et la perte de données dans l'espace cybernétique. Il s'agit d'utiliser des stratégies de protection des données qui respectent les règles de conformité et d'éviter de nuire à votre réputation ou à celle d'un autre individu ou d'une entreprise. Une donnée personnelle représente toute information spécifique se rapportant à l'identité d'une personne physique identifiée ou identifiable. Nom, prénom, adresse postale, ou courriel, image, etc. À mesure que le système d'exploitation d'un appareil ou d'un logiciel vieillit, les cybercriminels sont de plus en plus susceptibles d'y identifier une brèche par laquelle il devient possible d'accéder à votre appareil ou à votre logiciel et d'en prendre le contrôle afin de s'y introduire pour dérober vos données personnelles. Ainsi, les spécialistes recommandent les mises à jour pour garantir votre cybersécurité car elles corrigent les failles de sécurité. Ces mises à jour concernent les appareils informatiques comme les ordinateurs, les smartphones, les tablettes ou les objets connectés, des logiciels, les applications web et mobiles. Le Bénin dispose depuis 2009 d'une loi portant protection des données à caractère personnel. Plus tard, l'Autorité de protection des données personnelles, APDP, est créée par la loi numéro 2017-20 du 20 avril 2018 portant code du numérique en République du Bénin. Elle est chargée de veiller à ce que l'informatique soit au service du citoyen et qu'elle ne porte atteinte à l'identité humaine, aux droits de l'homme, à la vie privée, aux libertés individuelles ou publiques. Certaines dispositions sont proposées par le Règlement général de protection des données, RGPD, test réglementaire européen qui encadre le traitement des données de manière égalitaire sur tout le territoire de l'Union européenne, entré en application le 25 mai 2018. Il s'agit de la laïcité, l'équité, la transparence, la minimisation des données, l'exactitude, la limitation du stockage, l'intégrité, la confidentialité et la responsabilité. On parle éducation à présent, visite des chantiers de construction de la BADEA au profit de l'Université nationale sciences, technologies, ingénierie et mathématiques UNESTIM. Démarré il y a plusieurs mois, les travaux peinent à évoluer pour diverses raisons. Repris récemment pour être livré au mois de juin, le site a accueilli les ministres Eleonore Yaïla Dekan et Sedami Medegan-Fagla. Les autorités ministérielles sont allées constater le niveau d'évolution et aussi donner des consignes pour la période de livraison.
Voici les détails avec Imet Hélène Amoussou et Georges Vaudelon. Les chantiers ont été lancés plusieurs mois en arrière et sur financement de la Banque arabe de développement économique en Afrique, BADEA. Les travaux concernent la construction de plusieurs bâtiments pour divers usages au profit de certaines écoles qui composent l'Université nationale des sciences, technologies, ingénierie et mathématiques UNSTIM. Ce chantier ne m'est pas étranger parce que je suis venue déjà avec mes équipes plusieurs fois et j'ai pu constater le bon démarrage et puis à un moment donné la lenteur. Avec l'assise qui est notre maître d'ouvrage délégué, nous ne dormons pas. De nouveau sur le terrain et cette fois en compagnie de son homologue conseiller à l'enseignement supérieur et à la recherche scientifique, Éléonore Yaïladeka est venue s'enquérir du niveau d'avancement des travaux, mais aussi donner des consignes quant à la période de livraison. En 2 mots, sur ce chantier, c'est vrai que nous sommes en retard parce que nous avons eu une difficulté en termes de financement au niveau de l'entreprise. Mais aujourd'hui, cette difficulté est résorbée et ce qui rassure, ce n'est pas tellement les promesses ou les engagements, mais c'est la documentation financière qui nous permet de dire qu'effectivement, les fonds qui peuvent permettre d'assurer la trésorerie et le besoin, de couvrir le besoin en fonds de roulement sont là et ont permis effectivement de relancer le chantier. On va multiplier les équipes par au moins 3 par rapport à ce que nous avons comme effectif aujourd'hui. C'est aussi changer les horaires pour pouvoir travailler la nuit. Sur le chantier, nous avons constaté que les travaux avancent, pas forcément au rythme qu'on aurait souhaité, mais nous avons eu l'assurance qu'en juillet 2025 ou bientôt en tout cas, un certain nombre de bâtiments seront mis à disposition. À l'UNSTIM, nous avons des écoles thématiques, nous avons l'ENSTP, nous avons l'ENSPI, l'INSPE, qui est l'école qui produit les ingénieurs de demain. Et ces ingénieurs, vous savez, c'est un rythme de travail, de cours, c'est une discipline, c'est une tension pendant 2 ans avant qu'ils ne rentrent dans les grandes écoles. Et pour cela, il faut mettre les apprenants dans des conditions et l'État s'est engagé. Plus que quelques mois donc avant la réception provisoire des infrastructures en cours de construction, il s'agit des sites de l'Institut national supérieur des classes préparatoires aux études d'ingénieurs INSPEI, le rectorat puis l'École nationale supérieure des travaux publics ENSTP. Et puis toujours avec la ministre Éléonore Yaïladeka en charge de l'enseignement supérieur, de la recherche scientifique, accompagnée de la ministre conseillère Sedami Médégan-Flagla, a effectué une visite aussi à l'université de Parakou. Cette visite s'inscrit dans le cadre de l'évaluation de la première mandature de l'équipe rectorale. La rencontre s'est tenue dans une salle à l'université de Parakou, bien entendu, avant de se clôturer par une visite au site de Baka, de l'université de Parakou. L'événement a réuni la communauté universitaire, notamment le recteur, ses adjoints, les doyens, les enseignants, les étudiants aussi, et le personnel administratif Epiphane Tchapi. Des acclamations bien nourries pour saluer les nombreuses réalisations de l'équipe rectorale de l'université de Parakou dirigée par le professeur Bertrand Sobossi. Ce vendredi 24 janvier 2025, Éléonore Yaïladeka, ministre de l'Enseignement supérieur et de la Recherche scientifique et sa collègue ministre conseillère, Sedami Médégan-Flagla ont eu le privilège de s'enquérir des efforts fournis par le recteur, ses adjoints et ses collaborateurs dans la mise en œuvre des réformes du gouvernement dans ce sous-secteur de l'éducation. Un bilan longuement salué par les étudiants, enseignants, personnel administratif, techniques de service et l'ensemble des autres membres de la communauté universitaire. Après ce tour d'horizon non exhaustif des principales actions menées, comment ne pas être heureux de souhaiter la bienvenue à vous, dont le style managérial est fondé sur une démarche d'écoute et un entrelacement des chemins de la science. Bonne collaboration avec les enseignants, leur implication active dans la gestion des affaires courantes de l'université, la valorisation des recherches scientifiques et autres initiatives des enseignants, la facilitation des processus administratifs aux étudiants et l'amélioration subséquente de leurs conditions d'études, ce sont là entre autres réalisations présentées par le recteur de l'université de Parakou. Des réalisations qui ont réjoui la ministre Éléonore Yaïladeka. Je voudrais vous féliciter l'équipe rectorale et l'ensemble de toute la communauté à travers ce bilan que le recteur
a bien voulu présenter et de façon très pédagogique. Je voudrais à la suite de cela également me permettre de féliciter tous ceux qui vous ont aidé à faire ce bilan. Tout doit se faire de façon harmonisée. Personne ne doit laisser son travail, sa mission, pour aller chercher à faire la mission de quelqu'un d'autre. Après ce bilan élogieux, la délégation ministérielle et l'ensemble de l'équipe électorale ont procédé ensuite à la visite de site de Bakar, destinée à accueillir la nouvelle université de la ville de Parakou. Symbole des efforts conjoints pour le développement durable des infrastructures universitaires dans notre pays. On parle le sport à présent. Dans la suite de cette édition, le groupe D pour le Bénin, en compagnie du Sénégal, de la RDC et le Botswana, en face du groupe, bien entendu, de la prochaine CAN. À l'issue du tirage au sort, on a enregistré quelques réactions, dont celui du capitaine de l'équipe du Bénin, Steve Mounier, qui s'est exprimé sur le groupe du Bénin. On l'écoute. Voilà, un groupe, je pense, qui est à notre portée. Il faut savoir qu'avec mon coéquipier ici, Samuel Essendé, on s'est chambré toute la semaine. J'espérais tomber contre le Congo et c'est chose faite. Voilà, j'ai hâte vraiment de pouvoir l'affronter lors de cette Coupe d'Afrique. Et ouais, donc c'est un groupe qui est à notre portée. Le Sénégal qu'on connaît bien, le Congo qu'on a affronté quelques fois, mais qui est aujourd'hui une équipe très redoutable. Donc ça va être un match très solide et le Botswana qu'on connaît pas du tout. Donc voilà, j'ai vraiment très hâte de commencer. Ça fait vraiment plaisir d'être de retour sur la scène internationale. Et j'ai vraiment hâte. 328 jours avant le début de la compétition. Je compte déjà les jours. Donc voilà. En tout cas, c'est un super groupe. Je suis bien content de ne pas être tombé dans le groupe du Maroc. Parce que ça va être un groupe très très relevé avec le Maroc, le Mali, les Comores. Ah, franchement, je suis très content de ne pas être tombé dans ce groupe. Et voilà, comme j'ai dit, j'ai très hâte et j'espère que tous les supporters béninois sont aussi excités que moi à l'idée de jouer dans ce groupe. Et puis ensuite, au thème de cet exercice de tirage au sort de la Coupe d'Afrique des Nations Maroc 2025, qui a été donc effectué lundi dernier en présence des sommités de football mondial. Au thème de cet exercice, donc, les 4 stars du football africain, notamment Moustapha Haïdi du Maroc, Serge Aurier de la Côte d'Ivoire, Aliou Cissé du Sénégal et Joseph Yobo du Nigeria. Ils se sont exprimés sur les forces et les faiblesses de leur potentiel adversaire. Suivez un extrait de leurs propos. Voilà, avec ce qu'on a montré sur la dernière CAN, on sait ce qu'on a à faire pour aller au bout. Voilà, merci. Un groupe difficile, dans la mesure où 2 de ces équipes, nous les connaissons. Depuis un bon bout de temps, on joue contre eux. L'avantage, c'est qu'on les connaît. Le désavantage, c'est qu'eux aussi nous connaissent. La RDC, on connaît. Le Bénin, c'est pareil. Le Botswana, qu'on ne maîtrise pas bien, mais un groupe difficile. Et je n'ai aucun doute que le Sénégal peut sortir. Écoutez, comme je l'ai dit, j'ai envie de dire qu'on a une très bonne équipe. Les joueurs se sont améliorés. Je ne vais pas mentionner des noms de peur d'en oublier. Nous avons un très bon groupe dans cette génération. Ils l'ont montré lors de la dernière CAN, la dernière AFCON. Ce groupe ne va pas être facile pour nous. Nous savons que les Super Eagles peuvent sortir de ce groupe. Nous allons avoir la capacité. J'espère que nous allons commencer du bon pied. Nous avons hâte d'atteindre la phase finale. En fait, je pense que maintenant, il est grand temps que nous puissions mettre la main sur ce trophée magnifique. Nous avons une super génération avec un coach qui est super. Donc, toutes ces équipes ont la même volonté que vous de pouvoir lever ce trophée. Et c'est la fin de cette édition. Merci de l'avoir suivi, de votre fidélité aussi à nos programmes. À 16h, votre bulletin d'information, 19h30, la grande édition de la soirée. Portez-vous bien et à très bientôt.